Жили-были старик со старухой. Вот старик и говорит старухе: «Старуха, испеки ко мне колобок, что-то есть очень хочется». «А из чего испечь? Муки-то нет». «А ты по амбару поскреби, по сусеку помети, глядишь, да наскребешь муки на колобок». Пошла старуха по амбару поскребла, по сусеку помела и набрала немного муки. Замесила старуха тесто, испекла колобок, да на окошко студить положила. А он взял, да и убежал. Tout au long du XXe siècle, le pouvoir soviétique a tenté, sans jamais y parvenir, de résoudre un problème, nourrir le peuple. Les terres de la Russie et de l'Ukraine ont toujours été fertiles. On les appelait le grenier à blé de l'Europe. Pourtant, de tout temps, la population y a souffert de la faim. À l'issue de la Révolution d'octobre, le nouveau pouvoir des soviets va s'attacher à réorganiser l'agriculture et à introduire les derniers progrès de la science. Des scientifiques, on attend des miracles. Parmi les hommes chargés d'accomplir ces avancées prodigieuses, il y en a deux. L'un, Nikolai Vavilov, est un botaniste. L'autre, Trofim Lysenko, est un agronome. La confrontation entre ces deux hommes nous raconte l'échec le plus dramatique de l'histoire de l'URSS. L'incapacité du régime soviétique à nourrir sa population. En 1917, alors que la Première Guerre mondiale a déjà dévasté le pays, la Russie plonge dans le chaos des révolutions. Les soldats russes reviennent du front. Et ce n'est pas la paix qui les attend, mais une autre guerre, la guerre civile. Le pays est en ruine, la population est affamée. La priorité de Lénine est d'approvisionner en urgence l'armée rouge et les villes. Il décrète le communisme de guerre, dont l'une des premières mesures est la réquisition des productions agricoles. Les détachements armés sillonnent les campagnes pour contraindre violemment ceux qui refusent de livrer leurs récoltes. Les paysans, qui endurent depuis des années les conséquences désastreuses des guerres, des révolutions et des intempéries, se retrouvent plus démunis que jamais. En 1921, la famine s'abat sur le pays. 40 millions de personnes souffrent de la faim. C'est la première grande famine qui touche le territoire de la Russie soviétique. Elle emporte avec elle plus de 5 millions de vies. Cette tragédie pousse les nouveaux dirigeants à chercher les moyens de relancer la production agricole. Trouver la solution pour que les paysans reprennent leur activité et que les rendements augmentent rapidement. Lénine ordonne aux députés des soviets d'agir en urgence. En décembre 1922, lors de leur congrès, les députés décident de créer un institut d'État à Petrograd pour mettre la recherche scientifique au service des pratiques agricoles. À cette époque, le scientifique capable de mener à bien ce gigantesque projet est le botaniste et généticien Nikolai Vavilov. Fils d'un riche entrepreneur moscovite, Nikolai Vavilov a fait de brillantes études supérieures et obtenu le diplôme de l'Institut agronomique de Moscou.
Avant la Première Guerre mondiale, à l'âge de 26 ans, il a arpenté pendant 2 ans l'Europe occidentale. Il a rencontré les plus grands noms de la biologie et de la botanique, travaillé comme stagiaire dans les laboratoires les plus réputés, appris l'anglais, l'allemand et le français. Vavilov a une mémoire phénoménale et une énorme capacité de travail. Il dort peu et consacre tout son temps à ses recherches. Il rêve de parcourir le monde pour étudier les plantes. Son intérêt pour la sélection et l'amélioration des semences naît à cette époque. L'opiniâtre volonté du jeune chercheur donne ses résultats. En 1916, Vavilov obtient des subsides pour entreprendre sa première expédition scientifique en Iran et dans les montagnes du Pamir en Asie centrale. L'expédition est périlleuse. Il faut affronter des glaciers menaçants et des sentiers étroits. Mais rien n'arrête Vavilov. À 2000 mètres d'altitude, il découvre une vallée qui regorge de blé. Ce blé dépasse nos espoirs les plus fous. Et il y a un seigle gigantesque, haut de plus de 1 mètre, avec des chaumes-tiges, de gros épis et de gros grains. Ce seigle extraordinaire est une plante endémique. Cette expédition inaugure le grand projet qui occupera Vavilov toute sa vie. Constituer une banque mondiale de semences. Vavilov parcourt les 5 continents. Des Caraïbes à l'Abyssinie, de la Chine au Maghreb en passant par l'Arabie et l'Afghanistan. Partout, il va tenter de comprendre l'histoire des plantes cultivées et de retrouver leurs formes ancestrales. Vavilov est un visionnaire. Il est l'un des premiers à prendre conscience de l'importance de la diversité biologique et botanique pour assurer la sécurité alimentaire de l'humanité. Depuis les 4 coins du monde, il envoie en Russie des dizaines de colis contenant des graines et des plantes recueillies en milieu sauvage comme dans des zones cultivées. La collection de Vavilov, sa collection mondiale comme il l'appelle, compte des dizaines de milliers de spécimens entreposés dans son institut à Petrograd et dans toutes ses stations expérimentales réparties sur le territoire du pays. Grâce à cette multitude de semences, les chercheurs soviétiques entament des expériences pour créer de nouvelles espèces végétales. Ces travaux demandent beaucoup de temps. Mais ce temps, le nouveau pouvoir ne l'a pas. L'état de l'agriculture est catastrophique. Il est devenu urgent d'agir concrètement pour redresser le pays. C'est en 1921 que Lénine constate l'échec du communisme de guerre. Il lance la nouvelle politique économique, la NEP. On supprime les réquisitions, on privatise les terres et on rend aux paysans le droit de vendre ses produits sur les marchés. Les résultats sont immédiats. La production agricole redémarre. La Russie a néanmoins un besoin vital de blé pour ensemencer ses terres. Le gouvernement envoie Nikolaï Vavilov aux États-Unis pour acheter aux entreprises américaines quelques tonnes de semences payées en or prélevées dans les réserves du jeune État soviétique. Durant ce voyage, Vavilov visite le laboratoire du célèbre généticien américain Thomas Hunt Morgan. Les travaux de Morgan sur les chromosomes et la transmission du patrimoine génétique passionnent Vavilov depuis quelques années. Morgan, lui, voit en Vavilov un jeune et brillant chercheur.
À cette époque, la communauté scientifique mondiale connaît une véritable révolution avec l'émergence de la génétique. Vavilov est un fervent adepte de la génétique. Il est persuadé qu'elle peut faire progresser l'agriculture. Il compte importer en Russie les dernières découvertes des généticiens pour les appliquer dans l'Institut de culture des plantes qu'il dirige à Petrograd. En 1925, le nouveau pouvoir fête en grande pompe les 200 ans de l'Académie des sciences de Russie. Les contacts avec les scientifiques étrangers, qui ont été rompus pendant la Révolution, sont rétablis. La science russe est à nouveau à l'honneur dans les congrès internationaux. Nikolai Vavilov, chef de file de la biologie soviétique, est aux anges. Il croit fermement en une science unique, globale, mondiale. Pour lui, la révolution scientifique s'inscrit pleinement dans la révolution communiste et l'accompagne. Sans la science, on ne peut construire le socialisme. Le travail de sélection des plantes, à grande échelle, commence avec la Révolution. Vavilov apparaît désormais comme la figure emblématique de la science soviétique. Il est une référence mondiale dans l'univers des recherches génétiques et botaniques. Et ses travaux sont reconnus par ses pairs dans le monde entier. Le 7 août 1927, le journal La Pravda publie le portrait d'un dénommé Trofim Lysenko. Ce jeune agronome de 29 ans travaille dans l'une des stations expérimentales de l'immense institut dirigé par Vavilov et s'est fait remarquer pour les résultats intéressants de ses expérimentations. Le journaliste décrit un personnage original qui fait visiter ses plantations les pieds nus. En regardant Lysenko, on ressent quelque chose comme une rage de dents. C'est un homme maussade, il a le verbe rare et le visage ingrat. Il regarde par terre avec un air sombre, comme s'il cherchait à achever quelqu'un. Le correspondant de la Pravda est intrigué. Et malgré sa description peu flatteuse, il fait l'éloge de ce fils de paysan qu'il surnomme le professeur aux pieds nus. En Union soviétique, la simple mention d'un nom dans la Pravda peut changer un destin, en bien ou en mal. Ce jour-là, au-dessus de la tête de Trofim Lysenko, une étoile se lève. Trofim Lysenko est né en Ukraine au sein d'une famille de paysans pauvres. Il était le fils aîné et comme le veut la tradition, il a passé son enfance à aider son père dans les champs. À l'âge de 13 ans, il est allé à l'école du village où il a appris à lire et à écrire. Jeune, Lysenko avait un rêve, devenir agronome. Il a poursuivi ses études en apprenant l'horticulture, puis en suivant les cours de l'école agronomique de Kiev. L'article de la Pravda renforce la confiance de Lysenko en ses capacités de chercheur en agronomie. La même année, Lysenko annonce sa première trouvaille, la vernalisation. C'est une méthode qui consiste à planter au printemps les blés d'hiver. Pour déclencher la croissance des semences, on les humidifie et on les soumet à un traitement au froid. Lysenko prétend que la vernalisation permettra de multiplier les récoltes par 3. Au moment où Lysenko commence à faire parler de lui, la politique agricole soviétique est en pleine mutation. En 1929, Staline met fin à la NEP et proclame le grand tournant. De fait, la nouvelle politique économique lancée par Lénine est très mal vue par l'aile gauche du Parti communiste.
On dit que Staline, en pensant aux paysans qui s'enrichissent sur leurs terres privatisées, n'endort pas la nuit. Staline lance donc la collectivisation totale et forcée de l'agriculture et décrète la création des kolkhozes et des sovkhozes, immenses fermes d'État appelées à remplacer toutes les petites exploitations. Nikolai Vavilov, à la tête de son institut, est enthousiaste. Il pense que cette nouvelle organisation va permettre aux paysans russes d'accéder au progrès scientifique. Il écrit « La science, voilà la force principale. Sovkhoz, kolkhoz, ou ce que vous voulez, il faut que les nouveaux paysans s'attellent à la terre avec la science. » La pression des politiques sur les sélectionneurs et les chercheurs en agrobiologie se fait de plus en plus forte. On exige d'eux des résultats rapides pour augmenter les rendements. Dans ce contexte, la personnalité de Trofim Lysenko séduit les dirigeants. C'est l'homme prodige qui promet de multiplier les récoltes grâce à sa fameuse découverte, la vernalisation. La mise en œuvre de cette découverte jouera un rôle primordial dans notre développement, annonce le communiqué du commissariat à l'agriculture. Nikolai Vavilov s'intéresse à Lysenko. Il s'intéresse à toutes les expérimentations qui peuvent nourrir la recherche scientifique. Ce jeune agronome impressionne l'académicien par son énergie et son audace. Il l'invite à faire un exposé au congrès pan-soviétique des généticiens et sélectionneurs à Leningrad. Y sont conviés de nombreux scientifiques étrangers. L'exposé de Lysenko ne suscite aucun enthousiasme. Les généticiens présents font remarquer que la vernalisation n'a rien d'une nouveauté. Ils la considèrent même comme un remède de grand-mère dont on ne peut espérer de résultats sur le long terme. Le fils de paysan comprend alors qu'il n'est pas le bienvenu dans le monde des scientifiques. Dans les campagnes, les premiers effets de la collectivisation forcée commencent à se faire sentir. Et ils sont catastrophiques. Les paysans qui se sont enrichis pendant la NEP, les koulaks, en désaccord avec cette nouvelle politique, refusent de rejoindre les kolkhozes. Staline ordonne de les éliminer. Commence alors la dékoulakisation des campagnes. Avec l'aide de l'armée rouge et de la police politique, on confisque les terres de tous ceux qui renâclent devant la collectivisation, on saisit leurs biens, on les exécute sur place, on les déporte dans les camps de travaux forcés. En 1932, la terrible famine refait son apparition. L'Ukraine, la Biélorussie, le Caucase du Nord, le Kazakhstan, l'Oural, la Sibérie occidentale. Tous les territoires de l'URSS sont touchés. Cette fois, plus de 60 millions de personnes ont faim. Cette nouvelle grande famine fera entre 6 et 8 millions de morts. Conséquence directe de la collectivisation forcée, elle est complètement occultée par le régime. Staline cherche des coupables à incriminer. Qui a échoué à créer des semences résistantes aux intempéries? Qui est incapable d'augmenter les rendements? Pour lui, les responsables sont les scientifiques. Une vague d'arrestations déferle alors sur les biologistes et les agronomes. Vavilov, lui, est épargné. Pour l'instant, il est intouchable. Il préside l'Académie des sciences agronomiques. Il jouit d'un immense prestige international. Il est considéré comme un chercheur de tout premier plan. Autant de qualités qui nourrissent la haine de Staline. Vavilov incarne tout ce que Staline déteste. C'est un scientifique indépendant, il est d'origine bourgeoise, il a des amis partout dans le monde. Lysenko, lui, n'a aucun de ces défauts.
Il représente tout ce que Staline apprécie. C'est un paysan, un authentique prolétaire. Son langage est simple, ses idées sont accessibles, et contrairement aux scientifiques, il promet des résultats immédiats. Partout dans le pays, on commence à mettre en pratique la méthode de la vernalisation. Trofim Lysenko fait preuve d'un certain génie pour promouvoir ces méthodes. Il envoie régulièrement des communiqués aux journaux et aux autorités politiques pour les tenir informés des résultats de son travail. Mais tout le monde ignore que la méthode d'évaluation des résultats n'a aucune valeur. Elle est réalisée au moyen de simples questionnaires déclaratifs, et les kolkhosiens, par peur des représailles, donnent des chiffres erronés que personne ne vérifie. Lysenko n'hésite plus à surenchérir. Chacune de ses promesses grandioses renforce sa position. Il est en fait un adepte du bluff inhérent au système stalinien. Plus c'est gros, plus ça passe. Tous les chiffres de l'économie et toutes les statistiques sont trafiqués pour être conformes aux attentes de Staline. Les prévisions des plans quinquennaux sont surévaluées et irréalistes. C'est l'époque où l'on crée de toutes pièces des mythologies héroïques, comme le fameux stakhanovisme, du nom du mineur Stakhanov, qui, selon la légende, aurait multiplié par 14 la quantité de charbon extraite en une journée. Чем объяснить, что стахановское движение оказалось таким назревшим? Таковы причины того, что оно так объяло все отрасли нашего хозяйства, все районы и области нашей великой страны. Где причины? Их много, этих самых причин. Можно было бы указать несколько. Во-первых, жить стало лучше. Жить стало веселее. Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной. Здесь темноте городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Здесь темноте городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. En août 1932, Nikolai Vavilov se prépare pour un voyage aux États-Unis, à Ithaca, où se tient le 6e congrès international des généticiens dont il est le vice-président. Vavilov pense que c'est là une excellente occasion de promouvoir les travaux de Lysenko à l'étranger. Avec l'accord du commissariat à l'agriculture, il invite donc l'agronome à faire partie de la délégation soviétique. Mais Lysenko refuse. Il ne parle aucune langue étrangère, il ne se sent pas à l'aise dans un environnement académique. Au Congrès, dans son discours sur le succès de la biologie soviétique, Vavilov déclare « L'extraordinaire découverte de Trofim Lysenko ouvre des possibilités immenses et inattendues aux agriculteurs et généticiens du monde. » Pourquoi, malgré la réticence et l'incrédulité des scientifiques, Vavilov continue-t-il à soutenir Lysenko? Pourquoi admire-t-il son travail et encourage-t-il ses expériences? Le traitement des semences proposé par Lysenko change leurs caractéristiques. Elles résistent mieux au gel. Or, les variétés de blé que Vavilov a ramenées des pays chauds pour enrichir la collection de l'Institut sont très sensibles aux basses températures. Elles ne poussent pas dans les régions froides de Russie. Vavilov pense que si on leur applique la méthode de Lysenko, on peut élaborer de nouvelles variétés résistantes au gel et obtenir ainsi des récoltes abondantes. Voilà pourquoi Vavilov mobilise les équipes de son institut et propose de mettre sa collection mondiale de semences à la disposition des expériences de Lysenko. Un homme va propulser la carrière de Lysenko vers les sommets. Son nom est Isaac Prezent. Il s'agit d'un juriste qui a choisi la biologie comme champ d'application de ses compétences. Quand il rencontre l'agronome, il comprend tout le bénéfice qu'il peut tirer de cet homme du peuple en pleine ascension. Il devient son mentor et son porte-parole.
Isaac Prezent sait que Lysenko n'ira pas bien loin sans une solide assise idéologique. Il se charge de la lui fournir. Pour propulser la carrière de Lysenko, il faut que ses théories soient conformes à l'idéologie marxiste-léniniste. Au même moment, Staline reçoit un rapport des services secrets sur plusieurs biologistes et agronomes soviétiques. Les positions politiques de Nikolai Vavilov sont hostiles au Parti communiste et au pouvoir des soviets, dit le rapport. Dans un cercle restreint, Vavilov critique les méthodes du gouvernement soviétique, le rendant responsable des famines. C'est l'un des premiers documents que les agents des services secrets classent dans le dossier de Nikolai Vavilov. Dossier qui grossira avec le temps. Le 15 février 1935 à Moscou se tient le deuxième congrès des kolkhoziens modèles. Lysenko est invité à prononcer un discours. Il monte à la tribune, regarde la salle. Derrière lui siège tout le gratin du pouvoir soviétique, le camarade Staline en tête. Son discours devait porter sur la vernalisation. Il prend soudain une toute autre tournure, directement inspiré par Isaac Prezent. Les koulaks parasites existent dans les kolkhozes, mais pas uniquement. Vous, les kolkhoziens, vous savez les reconnaître. Mais dans le milieu des scientifiques, il existe aussi des koulaks parasites. Ils sont tout aussi dangereux. Pour défendre la vernalisation auprès de ces pseudo-savants, il ne faut pas hésiter à verser le sang et à porter des coups. L'ennemi de classe est toujours un ennemi, qu'il soit scientifique ou pas. Недаром, товарищи, я пожалел, и довольно искренне пожалел своих кровных врагов, которые на каждом шагу и теперь боятся поставить. Это буржуазных ученых. À cet instant, son discours est interrompu. Quelqu'un s'écrie « Bravo, camarade Lysenko, bravo !» C'est la voix de Staline qui se lève et se met à applaudir. Une seconde plus tard, une formidable ovation emplit la salle du palais du Kremlin. Le discours de Lysenko est conforme à la ligne du parti. À cette époque, en URSS, toute activité humaine, quelle que soit sa nature, doit se faire au nom de l'idéal communiste. Sculpter, écrire, jouer aux échecs, tout. La biologie est logée à la même enseigne. Le débat scientifique se transforme en débat politique. Au cœur de ce débat se trouve la théorie de l'hérédité. Comment les organismes vivants, les hommes, les animaux, les plantes, transmettent-ils leurs caractéristiques à leur descendance? Peut-on transformer l'individu durant sa vie et le rendre meilleur, plus beau, plus résistant, plus obéissant? Et si oui, comment? Les généticiens formels, les adversaires de Trofim Lysenko et Isaac Prezent, affirment que les caractéristiques des organismes vivants se transmettent par des gènes et que ce sont les chromosomes qui jouent le rôle de support physique de l'hérédité. Les gènes des organismes vivants restent stables, ils ne changent pas, même si leur environnement change. En revanche, Lysenko et ses partisans rejettent l'existence des chromosomes. Ils proclament que les caractéristiques des organismes vivants changent en fonction du contexte environnemental et se transmettent à la descendance. Cette théorie ne repose sur aucune donnée scientifique. Ce n'est qu'une transposition forcée d'un discours politique. Le progrès de l'espèce provient de l'effort des individus. S'appuyant sur cette base, Lysenko qualifie la génétique de science bourgeoise, incompatible avec le marxisme-léninisme. Alors que lui, Lysenko, défend la seule, la vraie science, la science prolétarienne. Cette vision de la science convient parfaitement à Staline. Elle va dans le sens de sa thèse, selon laquelle l'environnement favorable, développé par la société communiste, pourra modifier les caractéristiques des individus et donner naissance à l'homme nouveau. Or, les théories des généticiens formels
se mettent en travers de ce projet grandiose. La génétique devient donc une science scélérate. À partir de ce moment-là, Lysenko et ses amis vont tout faire pour l'anéantir. Vavilov tente de résister. Cependant, il refuse d'entrer dans un débat idéologique, qui selon lui n'a aucun intérêt. Pour lui, seule la science importe, et c'est elle qui viendra à bout de toutes ces inepties. Mais entre Vavilov et Lysenko, le fossé est désormais trop profond. Toute collaboration est devenue impossible. Les amis de Vavilov sont arrêtés ou destitués. Vavilov lui-même se sent menacé. Pourtant, il proclame publiquement: Je pense que l'édifice de la génétique demeure inébranlable, parce qu'il est étayé par une grande quantité d'expérimentations précises. Réfuter l'édifice de la génétique ne serait possible qu'en lui opposant une même quantité d'expérimentations tout aussi précises. En leur absence, la génétique demeure. Nous irons au bûcher, nous serons brûlés vifs, mais nous ne renierons pas nos convictions. Оглашается приговор. Именем Союза Советских Социалистических Республик, военная коллегия Верховного Суда Союза. C'est à ce moment, en 1937, que commence la grande terreur stalinienne. De grands procès spectaculaires contre les ennemis du peuple se tiennent à Moscou. Partout en URSS, des manifestations populaires sont organisées pour convaincre l'opinion publique d'une vaste conspiration anti-soviétique. Бухаринской враги хотели нашу молодую Советскую Республику, ее разделить на куски. Но у нас есть НКВД, который руководит верный сталин Николай Иванович Ежов. Entre 1936 et 1938, on dénombre 700 000 exécutions et 2 millions de personnes déportées au goulag. L'ensemble de la société est touché par les purges. Le monde des scientifiques n'est pas à l'abri. Parmi les centaines de biologistes, botanistes et agronomes condamnés, on retrouve tous ceux qui ont pris position contre la théorie de la science prolétarienne. Alors que Vavilov est de plus en plus isolé, Lysenko, lui, est en pleine ascension. Il est nommé président de l'Académie des sciences agronomiques. Il a désormais un accès privilégié au Kremlin. Il persuade Staline que Vavilov constitue une entrave pour l'agriculture socialiste. Le 20 novembre 1939, Staline convoque Nikolaï Vavilov au Kremlin à 10 h du soir. Il le reçoit dans son bureau à minuit. Il ne propose pas à Vavilov de s'asseoir. « Camarade Vavilov, allez-vous continuer longtemps à vous occuper des petites fleurs et autres fariboles ? Qui va s'occuper d'augmenter les rendements agricoles ?» demande Staline. Vavilov tente de se justifier en expliquant le travail titanesque qu'est en train d'effectuer son institut. Staline fait les 100 pas, la pipe à la main. Il coupe la parole à Vavilov. « C'est tout ce que vous avez à dire ? Vous pouvez disposer. » C'est la dernière entrevue entre les deux hommes. L'année 1939 est celle du pacte germano-soviétique. Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, vient à Moscou pour signer cet accord de non-agression entre les deux puissances. Le pacte déclenche un véritable partage de l'Europe orientale entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Il permet à l'URSS d'annexer plusieurs territoires, dont l'ouest de l'Ukraine. Ces régions sont réputées fertiles. Et dès 1940, le commissariat à l'agriculture
envoie ses scientifiques évaluer les nouvelles terres et planifier leur exploitation. Nikolai Vavilov est désigné comme chef d'expédition pour l'Ukraine de l'Ouest. Il est heureux de retrouver enfin son activité préférée. En arrivant, il admire les champs de blé qui s'étendent à perte de vue. Il est complètement fasciné. Tous les 5 kilomètres, il demande une pause. Sans attendre l'arrêt de la voiture, il court vers les champs pour remplir des petits sacs en tissu d'échantillons de blé, d'orge et d'avoine. Le 6 août 1940, devant le foyer où sont logés les membres de l'expédition, tard dans la soirée, s'arrête une voiture noire. 2 personnes en sortent. Elle s'approche de Vavilov et l'informe qu'il est attendu à Moscou pour une affaire urgente. Vavilov s'installe dans la voiture qui démarre. Plus personne ne le reverra en homme libre. Vous êtes arrêté en tant que membre actif d'une organisation de sabotage de l'agriculture soviétique et espion au service d'agences de renseignement étrangères. Reconnaissez-vous votre culpabilité? Celui qui parle est le lieutenant-chef Khvat, un homme dont Beria, chef des services secrets, apprécie tout particulièrement l'efficacité. Khvat est chargé du cas Vavilov. Il l'interroge pendant près d'1 an. Chaque interrogatoire commence par la même question. Qui es-tu? Je suis l'académicien Vavilov. Tu n'es pas académicien. Tu n'es qu'un tas de merde, réplique le lieutenant-chef. 11 mois plus tard, Vavilov finit par craquer et fait des aveux. Des aveux naturellement fictifs. Je reconnais que depuis 1930, je suis membre d'une organisation anti-soviétique au sein du commissariat à l'agriculture de l'URSS. Le 9 juillet 1941, 17 jours après que l'armée d'Hitler a pénétré sur le territoire de l'Union soviétique, le collège militaire de la Cour suprême condamne Nikolai Vavilov à la peine de mort par fusillade. Le 14 octobre, les Allemands sont aux portes de Moscou. Le gouvernement décide d'évacuer en urgence tous les prisonniers importants. Parmi eux, Nikolai Vavilov. Il est transféré à 700 km de Moscou, dans la ville de Saratov. Les 2 années qui suivent, Vavilov les passe en cellule dans l'antichambre de la mort. Le 23 janvier 1943, à l'âge de 56 ans, Nikolai Vavilov, l'homme qui voulait nourrir l'humanité, meurt de faim et d'épuisement dans la prison de Saratov. La guerre relègue les débats scientifiques au second plan. Toutes les énergies sont mobilisées pour la défense du pays. L'occupation par les Allemands d'un immense territoire agricole aggrave la situation déjà désastreuse de l'agriculture soviétique. Pendant que les hommes sont au front, les femmes, les enfants et les vieillards tentent de survivre sur les terres dévastées. Partout, les ressources manquent et la famine refait son apparition, surtout dans les campagnes. Dans les villes, on décide de recréer des petits potagers privés, des sortes de jardins ouvriers, pour lutter contre la pénurie. On y cultive principalement la pomme de terre. C'est dans ces moments que le talent de Lysenko se révèle efficace. L'agronome fait ressusciter une méthode ancestrale de culture de la pomme de terre qui consiste à ne planter que la partie contenant les germes. En d'autres termes, on peut planter les germes et manger la pomme de terre elle-même. La méthode est parfaitement adaptée aux petits lopins privés. Lysenko fait publier ses conseils dans les journaux. Ils permettent de lutter contre la famine et Lysenko connaît un regain de popularité. Il obtient le grade de héros de l'Union soviétique.
Une médaille de plus à sa boutonnière. La victoire de 1945, la fin de la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle en URSS, est une courte parenthèse dans la longue nuit stalinienne. Les Alliés se parlent, de part et d'autre du rideau de fer, les scientifiques se remettent à communiquer. Les échanges reprennent. Les chercheurs étrangers qui viennent en URSS commencent à poser des questions. Où est passé le grand Nikolai Vavilov ? Personne n'est en mesure de leur répondre. Staline a une idée pour faire taire les interrogations trop pressantes des savants occidentaux. À cette époque, il est à la recherche de la personnalité à laquelle il peut confier la présidence de l'Académie des sciences de l'URSS. Il décide de proposer ce poste très prestigieux à un scientifique de tout premier ordre, le physicien Sergueï Vavilov, qui n'est autre que le frère cadet de Nikolai Vavilov. Staline le convoque au Kremlin. Après un préambule sur ses mérites, il annonce « Camarade Vavilov, pour des raisons politiques, le Politburo a décidé de vous proposer le poste de président de l'Académie des sciences. » Sergueï Vavilov est désemparé. Staline n'attend pas sa réponse, il ajoute « Avez-vous une demande à formuler auprès du gouvernement soviétique ?» Sergueï Vavilov hésite, puis il se lance. « Camarade Staline, j'aimerais avoir des nouvelles de mon frère Nikolai. » Staline décroche son téléphone et après une courte conversation, il prononce ces quelques mots en regardant Sergueï Vavilov dans les yeux. « Quand je pense qu'ils ont anéanti un savant d'une telle envergure. » En une phrase, Staline se décharge de sa responsabilité dans le sort tragique du plus grand homme de science soviétique. Entre 1946 et 1948, le retour de la famine fait plus d'1 million de victimes. Une fois de plus, la politique du Kremlin a sa part de responsabilité. Plutôt que de redistribuer les récoltes à la population, l'URSS exporte plusieurs millions de tonnes de blé en échange de matériel industriel pour la reconstruction du pays. Afin de s'assurer une bonne image dans l'opinion française à une époque où les communistes sont au gouvernement, l'URSS fournit 500 000 tonnes de blé à la France. Par ailleurs, en ce début de guerre froide et dans la crainte d'un nouveau conflit armé, l'URSS stocke des millions de tonnes de blé. Une grande partie de ces réserves stratégiques pourrit dans les entrepôts et ne sera jamais consommée par un peuple qui meurt à nouveau de faim dans le secret le plus absolu. Staline convoque Lysenko au Kremlin pour parler de la situation de l'agriculture. « Camarade Lysenko, j'ai vaincu le fascisme, c'est à vous de vaincre la nature et de nourrir notre peuple. » Lysenko répond qu'il peut résoudre les problèmes dans un délai record. À la condition d'être débarrassé, dit-il, de ces généticiens qui ne cessent de se prosterner devant l'Occident. Camarade Staline, les gènes n'existent pas. C'est un mythe inventé par les idéalistes. Qu'est-ce que ce gène exactement? Qui l'a vu? Qui l'a touché? Qui l'a goûté? Staline sait que Lysenko est contesté par les défenseurs de la génétique. Il lui demande de réaffirmer son autorité lors d'une session extraordinaire de l'Académie des sciences agronomiques. La veille du discours, Staline demande à Lysenko son texte. Il le relit, le corrige et ajoute quelques formules de son cru. Là où, par exemple, Lysenko écrit « génétique bourgeoise », Staline barre et remplace par « génétique réactionnaire ». Le 31 juillet 1948, Lysenko, en serviteur zélé du parti, prononce devant l'Académie le discours revisité par Staline. Ce jour-là, en URSS, la génétique a cessé d'exister. Ce jour-là,
Trofim Lysenko est confirmé comme maître incontesté de l'agronomie soviétique. Un mois plus tard, on le décore de l'ordre de Lénine et on fête en grande pompe ses 50 ans. Ironie du sort, c'est Sergueï Vavilov, le frère de Nikolai, qui prononce le discours inaugural présentant Lysenko comme un scientifique hors pair. Mais les discours honorifiques ne suffisent pas à répondre à la question qui reste toujours cruciale. Comment nourrir le peuple ? La sécheresse constitue un problème majeur pour l'agriculture. Staline, qui se prend pour un scientifique, est persuadé que si l'on en vient à bout, on va enfin pouvoir remplir les greniers du pays. Il imagine un projet baptisé « le grand plan de modification de la nature ». Il s'agit de créer d'immenses zones forestières pour arrêter les vents qui dessèchent la steppe. Le chantier est colossal. On plante des arbres sur 120 millions d'hectares. Des dizaines de millions de personnes sont mises à contribution pour mener à bien le plan stalinien. Pour ce faire, Staline a un allié, Lysenko. L'agronome sort de son chapeau une méthode de son cru. Il s'agit de planter les arbres les uns à côté des autres, en groupes très serrés, afin d'accélérer leur pousse. Les kolkhosiens sont ainsi contraints d'abandonner leur technique ancestrale. Cette méthode conduit à une véritable catastrophe. Les arbres meurent par centaines de millions. Entre 1948 et 1953, on a planté 2,5 fois plus d'arbres que durant les 250 ans qui viennent de s'écouler. Seuls 4% d'entre eux atteignent l'âge adulte, grâce aux kolkhosiens qui ont désobéi aux directives de Lysenko et les ont plantés et cultivés à l'ancienne. Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья. Le 5 mars 1953, Staline meurt. À peine a-t-il trouvé sa place dans le mausolée aux côtés de Lénine que les nouveaux maîtres du Kremlin mettent en cause sa politique agricole. Moins de 2 ans plus tard, quand Nikita Khrouchtchev prend seul la tête du parti et de l'État, pour la première fois, on révèle l'existence de la famine des années d'après-guerre, les cas de cannibalisme, on évoque librement la pénurie de céréales, les récoltes insuffisantes. Alors Khrouchtchev, tout comme Staline l'a fait avant lui, lance le pays dans toutes sortes de programmes gigantesques qu'il a lui-même concoctés. Il s'attaque aux immenses étendues de terre vierge au Kazakhstan et en Sibérie. Il annonce que l'agriculture doit tout miser sur le maïs. « Je suis Monsieur Maïs », aime-t-il répéter à qui veut l'entendre. Mais la chose est plus facile à dire qu'à faire, car les semences hybrides de maïs manquent cruellement. La génétique ayant été anéantie, il n'y a plus personne pour les obtenir. Nikita Khrouchtchev montre du doigt les dirigeants de l'Académie des sciences agronomiques. Trofim Lysenko vacille sur son piédestal. En avril 1956, il est officiellement déchargé de ses fonctions de président de cette académie. Quant à Khrouchtchev, il va chercher le salut de son agriculture chez ses ennemis, les Américains. En effet, Khrouchtchev est fasciné par les succès obtenus par un fermier américain du nom de Roswell Garst.
Lors de son fameux voyage de 1959 à travers l'Amérique, il s'arrêtera dans la ferme de Garst. Sous les regards des caméras du monde entier, il s'extasie devant les résultats impressionnants des cultures du fermier de l'Iowa et s'écrie « Pourquoi on n'aurait pas la même chose chez nous ?» Pourtant, les programmes ambitieux de culture intensive de Khrouchtchev ne donneront aucun résultat. Durant les années qui suivent, l'URSS achète chaque année aux Américains et aux Canadiens d'énormes quantités de blé et de maïs. Et c'est alors que le coriace Trofim Lysenko, qui cherche par tous les moyens à se rapprocher du nouveau pouvoir, refait surface. Il invite Khrouchtchev dans sa station expérimentale et lui montre les résultats de sa nouvelle trouvaille, un engrais miraculeux d'un genre inédit qui augmente le rendement des céréales. Le chef du Kremlin est impressionné. Lysenko retrouve grâce aux yeux du parti. Mais l'agronomie soviétique, elle, ne retrouvera pas le chemin du succès. Le retard accumulé pendant toutes les années de la mainmise de Lysenko ne sera jamais rattrapé. En octobre 1964, le comité central du parti destitue Nikita Khrouchtchev. Dans sa chute, Khrouchtchev entraîne ses alliés. Parmi eux, Trofim Lysenko. Jusqu'en 1976, l'année de sa mort, le professeur aux pieds nus, retiré dans sa ferme expérimentale des environs de Moscou, poursuivra ses recherches dans l'indifférence générale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tandis que Nikolaï Vavilov mourait de faim dans la prison de Saratov, la ville de Léningrad subissait un terrible blocus. Le siège a duré 872 jours et a emporté la vie de près d'1 million de personnes. Sur la place de Saint-Isaac, l'Institut de culture des plantes créé par Vavilov abritait plusieurs tonnes de graines, de noix et de tubercules amassées par le botaniste dans ses expéditions à travers le monde. 13 scientifiques de l'Institut ont préféré mourir de faim plutôt que de toucher à la collection mondiale de Vavilov. Aujourd'hui, cette formidable banque de semences compte plus de 325 000 spécimens de végétaux. C'est un trésor de la biodiversité dont Nikolaï Vavilov rêvait qu'il permette un jour de nourrir l'humanité.